Vous savez, les femmes n'ont jamais organisé une guerre. Je n'ai jamais entendu à travers le monde que les femmes ont été actrices de la guerre quelque part. Il en est de même pour les femmes congolaises. C'est vrai, le Congo a connu des guerres à répétition, surtout dans sa partie est. Vous avez cité Nord Kivu, parce que quand on parle de Goma, c'est la province du Nord Kivu, la province également de l'Ituri, mais aussi la province du Sud Kivu, d'où je viens d'ailleurs. Et toutes ces guerres à répétition ont des conséquences néfastes sur la vie de l'ensemble de la population, mais beaucoup plus sur des vies des femmes et de jeunes filles. Parce qu'au-delà d'être victime de ces guerres, il n'y a pas que la guerre du M23. Je peux dire que cette guerre est venue seulement renforcer les calvaires que subissent les femmes du Nord Kivu, du Sud Kivu, mais aussi de l'Est de la République démocratique du Congo, sur tous les plans, je dirais, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan social, sur le plan économique, mais aussi sur le plan, pourquoi pas, politique. Et quand je parle de l'économie, je vois les paniers beaucoup plus de la ménagère, parce que c'est la femme qui gère les paniers de la ménagère dans nos différents ménages. Et quand la guerre, par exemple, du M23 a éclaté, en plus de la situation qui était déjà difficile économiquement du côté de la femme, il y a les banques qui sont hermétiquement fermées, qui ne fonctionnent pas depuis le mois de janvier. À Goma, c'était beaucoup plus avant que janvier. Quand je parle de janvier, c'est la ville de Bukavu qui est tombée entre les mains du M23. Et jusqu'à maintenant, les banques ne fonctionnent pas. Donc, toutes ces milliers de femmes que nous, au niveau, par exemple, de notre organisation, on appelle des Djouakali, c'est-à-dire qui circulent, qui avec des paniers, des tomates, d'oignons, d'avocats sur leur tête, à la quête de la survie de leur famille. En tout cas, elles mettaient déjà, parce qu'on initie des femmes à l'épargne et à des crédits rotatifs pour leur permettre de subvenir à leurs besoins, non seulement familiales, mais aussi, vous savez, on est en Afrique, à des besoins de la famille élargie. La femme, elle peut subvenir à des besoins même de ses dépendants au niveau de sa famille, au-delà de son mari et de ses propres enfants. Et donc, les petites économies, les petites épargnes que ces femmes faisaient dans des institutions financières, parce qu'il n'y a pas que des banques, il y a aussi des coopératives qui étaient très accessibles d'ailleurs pour les femmes. Mais tout ça, c'est bloqué pour le moment. C'est à cause de la guerre. C'est-à-dire quand la guerre a éclaté, le gouvernement qui gère toutes ces institutions a sanctionné les nouvelles autorités, comme on les appelle, pour ne pas leur donner accès aux institutions financières. Mais il n'y a pas que ces gens-là qui sont victimes, il y a beaucoup plus la population, et la population, c'est la femme, c'est la jeune fille. Et donc, d'abord, ça, c'est une conséquence néfaste et grave, parce que la femme ne sait plus à quel sens se vouer. Sur le plan sécuritaire, aujourd'hui, nous faisons face à des situations inédites au Congo, surtout dans la province du Sud Kivu et du Nord Kivu. Je parle ici de la province du Sud Kivu, où déjà nous avions la présence des groupes armés. Mais avec cette guerre, ces groupes armés se sont encore restructurés de nouveau et appuyés par, soi-disant, ceux qui viennent libérer les zones contrôlées sous contrôle du M23. Et ils sèment la terreur et la désolation. Donc, leur théâtre ou leur terrain de théâtre, c'est le corps des femmes et des jeunes filles. C'est-à-dire qu'il y a de nombreuses femmes et de nombreuses filles qui sont aujourd'hui encore une fois ou doublement victimes de violences sexuelles. Moi, je pense, vous êtes sans ignorer qu'il n'y a pas que les groupes armés étrangers au Congo. Quand nous parlons de
des groupes armés étrangers, évidemment, on fait allusion aux FDLR et peut-être aux autres groupes armés. Mais il y a aussi les groupes armés locaux. Et la cible de ces groupes armés-là, tous, c'est le corps des femmes, transformé aujourd'hui en une arme de guerre. Parce que quand on touche, on est africain, même occidental. Quand on touche à ta femme ou à ta fille, c'est-à-dire on te touche directement. C'est-à-dire que les violences sexuelles sont utilisées comme une arme de guerre, non seulement par les groupes armés étrangers, mais aussi même les groupes armés locaux. Parce que tous violent, tous se rabattent sur le corps de la femme. Après leur guerre, ils utilisent le corps de la femme comme une détente. Donc pour se détendre, pour se déstresser, il faut jouer avec le corps des femmes. Et non seulement jouer par le plaisir, mais détruire également. Parce que vous prenez par exemple un tronc d'arbre ou un morceau d'arbre, vous introduisez dans le vagin d'une femme. C'est pour faire quoi? C'est pour détruire. C'est pour dire que cette femme ne doit plus exister. Cette fille n'a plus droit à la vie. Et donc, moi, je ne pense pas que les viols soient uniquement utilisés ou, disons, soient commises par les groupes armés étrangers, mais même les groupes armés locaux, tels que je venais de le dire, utilisent le corps de la femme comme une arme de guerre. Et c'est des deux côtés, tous les belligérants. Et c'est là où j'en appelle vraiment à toutes les parties prenantes à ces conflits armés de réfléchir par deux fois. Qu'ils sont venus sur cette terre à travers une femme. Et on ne peut pas chier sur la chaise qui t'a vu porter, qui t'a porté, qui t'a nourri. Je crois qu'ils doivent cesser. Cesser d'utiliser le corps de la femme comme une arme de guerre. Vous savez, l'homme, c'est un animal changeant. L'homme change à tout moment et imite facilement. Malheureusement, il n'imite pas les bonnes choses. C'est ce que je déplore. Ils imitent les mauvaises choses. Et je ne sais pas dire clairement ou exactement avec précision qu'il n'y a pas eu de violence sexuelle au Congo avant les FDLR. Parce que la question des violences sexuelles n'est pas seulement liée aux conflits armés, c'est même dans nos cultures, mais qui demeurait silencieux. Ces violences sexuelles étaient silencieuses, étaient tues de par nos coutumes, parce qu'on est éduqué à la culture des silences quant aux violences sexuelles qui se commettent, par exemple, au niveau des familles. Un frère qui viole sa sœur, un père qui viole sa fille, ou je ne sais pas. On fait taire ça pour dire que c'est du tabou, il ne faut pas en parler, ça va attirer la misère, les malheurs sur la famille. Donc, il y en avait et il y en a encore. Ça ressurgit avec l'action non seulement des médias, et quand je parle des médias, ce sont les femmes beaucoup plus des médias qui sont mises debout pour dire rompons les silences quant aux violences sexuelles, haussons la voix et porter la voix des sans-voix, c'est-à-dire des victimes de violences sexuelles. Et ça a ressurgi, on a commencé à en parler. Malheureusement, c'était la période où les FDLR venaient au Congo. Et c'est là où on a dit non, la culture de violence sexuelle est venue avec les interarmes. Mais moi, je dois dire que selon la tradition africaine, les violences sexuelles existaient. Mais ça a vraiment pris de l'ampleur avec les conflits armés et la présence des groupes armés étrangers, tout comme locaux. Bon, je disais d'abord sur le plan économique, c'est catastrophique. Voilà, les femmes sont beaucoup plus résilientes aujourd'hui. On est en train de franchir l'étape des traumatismes psychologiques et psychiques que les femmes ont connus pendant les conflits armés qui ont ressurgi de nouveau. Et les femmes qui sont là sont résilientes. Et ça, c'est à encourager. Donc, elles demeurent résilientes. Elles se disent, écoutez, il y a eu la guerre, il y a guerre, mais la vie également nous est encore permis. C'est-à-dire, l'espoir nous est encore permis. On est à ce stade-là. Et la femme s'accommoder à la situation, si vous m'autorisez les mots. S'accommoder à la situation, pas pour l'encourager,
mais pour dire que l'espoir nous est encore permis avec les efforts qui sont en train d'être faits de tous côtés, du côté des activistes, du côté des humanitaires, mais aussi du côté de ceux-là qui nous dirigent, de tous côtés. Parce qu'il faut dire que au Sud Kivu, tout comme au Nord Kivu, on a des gouvernements parallèles. Et donc, d'un côté, on a le gouvernement des gouvernements congolais, de l'autre côté, on a le gouvernement des rebelles du M23. Et tous, moi je me dis tous, ce sont des Congolais qui doivent prendre conscience que le Congo nous appartient et que nous devons protéger le Congo et que nous devons protéger les femmes et les jeunes filles. Parce que moi je me dis, si nos colonisateurs, si les colons nous laissaient la culture de la paix, nous laissaient la bonne gestion des ressources humaines et des ressources naturelles, je pense qu'on ne parlerait pas de guerre ou de conflits entre nos régions aujourd'hui. Moi, je me dis que même les conflits que nous traversons, que nous connaissons, c'est l'héritage des colons. Et ils doivent en prendre connaissance, d'être conscients de cette situation, de réparer et de faire justice. Non seulement la réparation, mais aussi la justice doit être faite. Je crois que les femmes des médias sont les voix des sans-voix. De la même façon qu'ils ont porté la voix des victimes de violences sexuelles pour dire non aux violences sexuelles, elles doivent également dire non à l'héritage négatif de la colonisation et porter la voix de ceux-là qui sont encore victimes de cette colonisation-là, afin que la reconnaissance soit là, la réparation soit là et que la justice soit faite. C'est moi qui vous remercie.